à toutes et à tous, bienvenue pour ce 42e épisode de la saison de Cold Facts. On s'excuse déjà de ne pas avoir été présent le lundi de Pâques, mais on s'est accordé une petite pause et on se disait qu'en ce jour férié, ça ne vous intéresserait pas d'avoir un retour sur l'acte 3, pourtant gagné 4-2 par Lausanne. Depuis, il y a eu l'acte 4, gagné 3-1 par Zurich qui se retrouve à une victoire du titre. Lausanne menait 3-1, dos au mur. On va forcément revenir sur ces deux matchs, sur ce qui s'est passé avec Grant Andrighetto à Eglauser, à la fin du match 3 à Lausanne, les paris sportifs, et puis après on va se projeter sur cet acte 5 qui pourra peut-être être le dernier, ou est-ce que Lausanne va gagner et avoir le droit à un acte 6 à Zurich samedi. Et puis toujours dans l'actualité lausannoise, on va terminer en parlant de Connor Hughes et de Erik Brännström, qui sont visiblement annoncés du côté de Lausanne par différents médias. Salut Greg. Salut Jean-Fred, la forme? Ça va bien et toi? Impeccable, merci. Pas encore rentré de Zurich, mais on enregistre cet épisode à distance. Désolé pour le son qui sera peut-être pas aussi bon que lorsqu'on est ensemble. Mais ouais, je suis encore dans la région zurichoise avant de rentrer sur Lausanne pour le match de jeudi soir. On a beaucoup de choses à débriefer. On avait dit qu'on serait de retour lundi, mais finalement, c'est moi qui t'ai dit lundi de Pâques, est-ce que vraiment on va avoir des gens qui veulent nous écouter? On a eu 2-3 messages de gens qui nous ont dit qu'ils nous attendaient de pied ferme à 17h. Donc, désolé de vous avoir laissé tomber le lundi de Pâques, mais du coup, on revient aujourd'hui pour débriefer non seulement le match de mardi soir remporté par Zurich 3-1, mais aussi parler on va dire pas du match en lui-même, mais des 2-3 scènes intéressantes du match de samedi soir remporté par Lausanne à la maison. 3-1 dans la série. Je propose qu'on revienne peut-être un peu plus tard sur Grant Andrighetto, les pétages de plomb zurichois, parce que la réalité d'un jour, c'est plus vraiment celle du lendemain. Et hier, avant le match, je me disais quand même, Lausanne est quand même pas loin. Zurich est quand même un peu en train de douter. Pour tout te dire, avant le match, j'avais pas parié. Je me suis dit trop incertain. Et après le 1-0 zurichois, au moment où j'ai vu que Lausanne était la meilleure équipe sur la glace durant les 20 premières minutes, ou à la 18e, j'ai dit, mais tiens, je vais parier un petit quelque chose sur Lausanne, parce que je les sens bien ce soir, et j'ai l'impression qu'ils peuvent ramener quelque chose de Zurich. Et cette impression, elle a duré un petit moment, parce que jusqu'au 2-0, et encore après le 2-0, même si là ça semblait un peu plus compliqué, jusqu'au 2-0, Lausanne est clairement dans le match, n'a rien à envier à Zurich, mais le problème c'est que Zurich a marqué là où Lausanne a fait le jeu, si on veut schématiser. Ouais, c'est assez difficile d'ailleurs quand on regarde les expected goals du premier tiers. Je t'arrête tout de suite sur ça. J'étais surpris. Est-ce que tu as vu les expected goals de Analyze Data et ceux de la Ligue? Non, j'ai regardé ceux de la Ligue. Voilà, la Ligue donne 2,9 à 1,9 en faveur de Zurich. Et avant d'aller plus loin, ça ne veut pas dire que l'un a raison et l'autre a tort. Ça veut juste dire que c'est des façons de compter différemment les expected goals. Certains, une déviation non cadrée va être prise comme un tir cadré, d'autres pas. Il y a vraiment plusieurs moyens et façons, selon leur propre formule, on va dire ça comme ça. Mais donc, 2,9 à 1,9 en faveur de Zurich pour la Ligue. Et Analyze Data nous donne 2,57 pour Lausanne et 1,75 pour Zurich. C'est là. C'est quand même une autre image. Hein. Ouais. Mais c'est. Donc, voilà. C'est assez dingue. Pour ça que je me disais, je voulais parler de ça justement. Mais après, à la fin, on se retrouve avec une disparité en faveur de. Si on prend Analyze Data que j'ai pris pour préparer cet épisode, on a une disparité en faveur de Lausanne assez grande, de 0,8 expected goal, donc de 57 à 1,75. Mais au moment où Lausanne encaisse le 3-0 sur Zender qui dévie et Sklenička qui dévie dans son propre but, on est à 1,4 à 1,6, quelque chose comme ça. Donc c'est quand même très serré jusqu'à ce moment-là. Et après, Lausanne a forcément un petit peu poussé, mais n'est pas parvenu à marquer. Lausanne a eu un powerplay en fin de tiers-temps, donc il y a des raisons d'expliquer aussi cette disparité finale, mais on se retrouve avec un Lausanne qui a globalement, selon Elazata, encore une fois dominé. Ils ont 70 tirs au goal à 38 pour Lausanne,
tir au goal, attention, ça ne veut pas dire cadré, c'est tir en direction du goal. Donc les tirs manqués, les tirs bloqués sont inclus dans ce total-là. Ils ont 30 tirs au goal à 19. Et moi, c'est aussi là où j'étais un tout petit peu dubitatif hier quand je regardais à la fin du match les chiffres de la Ligue. Je me disais, attends, il y a le nombre de tirs, je crois qu'il est assez... ils ont 35-18 en faveur de Lausanne, la Ligue, donc le double. Mais en termes d'expected goal, ils en ont plus pour Zurich. Sans qu'il y ait d'énormes occasions de but à 0,4, 0,5 expected goal. Et je me suis dit, c'est quand même un petit peu bizarre. Et moi, je dois t'avouer que je ne serais pas surpris que les datas soient corrigées du côté de la Ligue, parce que là, à mon avis, il y a une erreur. C'est tout à fait possible. Et je suis toujours des fois surpris des poteaux, par exemple. J'ai été regarder sur la Ligue pour les poteaux, et le poteau de Bougro, qui intervient, c'était au premier tiers, où il soulève le puck, il arrive juste à le passer au-dessus de l'épaule de Roubec et ça tape le poteau. Il n'est pas comptabilisé. Ils ont comptabilisé un poteau de Malguin, qui est juste, évidemment, hein, et un poteau de Glauser, qui est juste aussi. Et c'est ça qui est un tout petit peu étonnant, c'est de se dire, cette occasion-là, finalement, elle a un autre pourcentage. Si tu ne comptes pas ça comme un poteau, peut-être que ça va changer les chiffres. Et j'étais surpris de voir, et c'est pas la première fois, hein, des fois, on voit à l'écran, on voit au replay, on voit le truc et il le compte pas. Donc, Lausanne, en tout cas, sur ce premier tiers, a été bon, a joué juste. Une erreur de... Qu'est-ce qu'on disait hier soir? Une erreur de fric qui se paye cash. On rigolait. Exactement, je l'ai écrit en hommage dans mon texte. Hein. Je ne t'ai pas cité, mais je l'ai écrit dans mon texte en hommage, parce que j'ai trouvé que c'était une très bonne blague. Ouais, bon, Roland visiblement roule les yeux en l'air en trouvant qu'elle était trop facile, mais voilà. C'est clair que d'une faute comme ça, et ça m'a fait penser aussi qu'il y a beaucoup dans ces matchs, et déjà, j'ai l'impression sur ces playoffs, souvent, des erreurs ou des goals qui sont le résultat d'erreurs d'équipes qui cherchent. C'est la même chose contre Fribourg, j'avais l'impression, et dans d'autres séries, tu cherches à faire un jeu, je sais pas si on peut dire risqué, mais tu cherches à faire un jeu plus construit. Donc tu vas sortir par le centre pour essayer peut-être de créer un surnombre. Finalement, tu peux te retrouver assez rapidement en 3 contre 2, plutôt que des fois de dire bêtement, ou même bêtement ou intelligemment, parce que je me rappelle que Dave Souter disait, c'était lors de la série contre Berne, on dégage en dégagement interdit. Ma foi, tant pis, si on voit qu'on n'a pas de solution, on s'embarrasse pas. Et j'aimais bien des fois ce côté, on prend pas de risque inconsidéré. L'Afrique, évidemment, prend un risque inconsidéré. S'il rate cette passe, ça donne ça. Donc, mais est-ce qu'on doit blâmer un joueur qui prend un risque pour essayer d'aller plutôt gagner le match en faisant une très bonne relance qui peut créer quelque chose d'autre? Ou est-ce qu'il aurait dû, je sais pas, balancer dans l'arrondi? Mais on ne saura jamais ce que ça aurait pu donner s'il avait fait différemment. Je suis d'accord avec toi, mais si tu regardes cette action, c'est la ligne Grand Ridi qui a fait un match extraordinaire. Cette ligne-là, je l'ai trouvée très, très, très dominante. On pourra peut-être y revenir. Mais c'est les 3 hommes qui sont en train d'être agressifs. C'est Ridi Rohrer les plus agressifs, mais Grant est également en soutien contre la bande. Et en gros, si la passe de Frick coupe cette ligne de Zurichois, derrière, tu as 2 Lausannois qui partent dans le dos. Et en fait, s'il arrive à passer cette ligne-là, on se retrouve avec un 2 contre 1. Et d'ailleurs, dans cette première période, il y a eu plusieurs 2 contre 1 en faveur de Lausanne. On pense notamment à ce Perlini, où ils sont à 2. Il a un joueur au centre. Marty joue pas mal le coup en coupant toute ligne de passe et donc en laissant le tir à Roubec. Et Roubec fait un bel arrêt de la mitaine. Il en rajoute un peu. Il a peut-être un copain photographe qui était venu checker, j'en sais rien. Mais il en rajoute un petit peu. Du coup, voilà, on parle de prise de risque pour justement réussir à créer des espaces en transition. Et c'est exactement ce genre de jeu que tu as envie que ton défenseur fasse. Le problème, c'est que quand je dis ce genre de jeu, c'est aller vite vers l'avant. C'est pas envoyer un puck du back-end, se faire eux-mêmes dans le slot alors qu'il y a des joueurs qui sont en train de presser. Mais oui, je suis en train de la remettre sous les yeux. Il est en back-end, il fait cette espèce d'horreur de passe. Et après, malheureusement, en une demi-seconde, le puck il se retrouve au fond parce que Rohrer, il a une intelligence de jeu sur ce coup-là de immédiatement
passer à Riedi qui est ouvert face à la cage vide. Hein. Et là, c'est hyper malin de sa part. Et Rohrer, il fait un gros match aussi sur cet acte numéro 4, j'ai trouvé. Mais globalement, cette ligne grande Riedi-Rohrer, elle a été reformée parce que Yo Lamico était de retour. Donc, Marco Bayer a décidé de se passer de Santu Kinnunen pour ce match numéro 4, de faire remonter Blazer dans l'alignement et de pouvoir reformer 3 lignes offensives, peut-être un tout petit poil plus dominante avec Freuden, Lamico, Tsender en 2, Riedi, Grant, Rohrer en 3. Et ça permet d'avoir un Sigrist qui devient centre de 4. Et là, c'est plus Joël Henry sur la 4e ligne, mais Bechler, Sigrist, Chris Baltisberger. Et offensivement, ça devient quand même globalement assez solide et efficace. Et moi, je dois dire que cette ligne m'a beaucoup plu du côté de Zurich. Côté lausannois, rien à signaler, si ce n'est qu'il y a toujours autant de blessés. Ça, c'est malheureusement pas une nouvelle. C'est pas une nouvelle. Si c'est une nouvelle, elle n'est pas bonne parce que il y a toujours pas de retour. Et on a essayé de se renseigner à la fin du match, mais voilà, c'est comme on l'a déjà dit plusieurs fois dans ces épisodes, mais je trouve que c'est bien de le préciser aussi pour ceux qui n'écoutent pas à chaque fois. C'est pas faute d'essayer de demander ce qui se passe au niveau des blessés du côté de Lausanne. Mais en même temps, le jeu de leur part, c'est peut-être pas de donner trop d'informations. D'entretenir une sorte de flou artistique, c'est pas non plus une mauvaise chose quand tu es en play-off. Mais au final, on va quand même répéter une fois la liste, parce que Fuchs était tombé au combat là, au match numéro 2, on l'a pas vu au numéro 3, qui est venu se rajouter à Raffel, Ugly, Holdener, Kokkanen, Pajuniemi, Elner. Et dans une un peu moindre mesure, parce qu'on l'a pas beaucoup vu, mais Hammerer a pas énormément joué. Et puis, je sais pas si je l'ai dit, Holdener aussi, lui un petit peu a été utile l'année passée, lui aussi il manque. Donc c'est vrai que ça fait beaucoup. Et quand tu regardes l'alignement, tu es obligé de te dire que quand tu te présentes sur une 4e ligne avec Ruexeger, Bougro contre Baltisberger, Sigrist, Bechler, malheureusement, si tu regardes juste bêtement l'alignement, tu te dis qu'il ne devrait pas y avoir match. Pourtant, il y a eu match quand même. Hein. Absolument. Je trouve que, d'ailleurs, lors du match 3, on n'avait pas pu le relever parce qu'on n'était pas là tout de suite, la 4e ligne était pas mal du tout. Pour le peu qu'elle a joué, on avait effectivement aussi vu, bien évidemment, le triplé de Théo Rochette, un meilleur Perlini, bien évidemment, aussi, qui montait en puissance dans cette série. Et d'ailleurs, c'est pour ça aussi que l'absence de Pajuniemi, dans l'absolu, elle est quand même compensée par Perlini, parce que où est-ce que tu mettrais Pajuniemi ? C'est très difficile étant donné que tu as tes 2 défenseurs étrangers, que tu as Oksanen Suomela, Kaun Perlini. Disons que si Perlini joue bien, c'est difficile de le sortir. Surtout qu'en plus, il est frais. Donc, tu peux même pas te dire, alors on remplace un joueur qui a été surutilisé. Non, c'est pas le cas. Et cette 4e ligne, elle avait réussi à regarder dans les yeux, voire même mieux, la 4e ligne zurichoise. De temps en temps, quand il y avait des dégagements interdits, c'était le moment où Marco Bayer essayait de mettre sa première ligne, forcément, face à cette 4e ligne. Des fois, ça pouvait être un petit souci, mais j'ai trouvé que depuis le premier match jusqu'au 4e, cette 4e ligne offrait un peu plus de garantie et moins de peur pour les Lausannois. Oui, mais on se retrouve avec une 4e ligne qui joue quand même pas énormément. Benjamin Bougro, c'est 6,53. Ruexeger, c'est 7,31. Et Jordan Bougro, c'est 7,31 également. La 4e ligne zurichoise joue 10 minutes, en gros. Avec Baltisberger, 9,49. Nicolas Bechler, 10,20. Justin Sigrist, 10,43. Baltisberger, il a plus de 2 minutes en supériorité numérique aussi. C'est pour ça que Joël Henry a 2 minutes de temps de jeu. Sinon, c'était pour les shifts, j'imagine. Je les ai pas notés dans mes notes de match, mais j'imagine que c'est dans les shifts suivant les power play où il a joué un petit peu, Joël Henry. Mais avec une 4e ligne qui joue 10 minutes, ça te permet d'avoir des temps de jeu qui redeviennent un peu normaux du côté de Zurich. Andrietto qui passe à 20 minutes 11, Denis Malgin 20 minutes 19. On avait vu en début de série, alors notamment quand il y avait des longues séries de supériorité numérique, Malgin avait joué beaucoup de minutes. Là, ça redevient un petit peu sous contrôle. Justement, le retour de l'Amico permet d'avoir 2 powerplays, même si Lausanne a encaissé un but en box-play sur le 3-0 de Tsender. On se retrouve, c'est le premier but en powerplay du Zurich depuis l'acte 1. Entre-temps, Lausanne avait toujours bien tenu défensivement.
Fallait que ça pète une fois ou l'autre, on est bien d'accord. Là, c'est juste un peu malheureux, c'est qu'il restait quelques secondes de box-play à Perligny, 5, sauf erreur. Et il y a ce tir de Balcers qui est dévié une première fois par Tsender, qui tape la hanche ou la cuissette de Sklenicka qui termine au fond du but de Kevin Pache. C'est un peu malheureux parce que si tu t'es mené 3-0 après 2 tiers, le premier, on en a beaucoup parlé déjà, c'est l'erreur de Frick. Le numéro 2, il y a Wardou qui se fait battre dans la bande. Après, ça donne un 2 contre 1. Sigrist et Bechler jouent bien le jeu. Bechler arrive seul face à Pache. Il attend que Pache fasse son petit déplacement latéral vers la gauche pour glisser le puck entre les jambes. C'est hyper bien joué de sa part, mais là aussi, ça part d'un puck que tu as en contrôle ou presque sur ta canne en zone défensive. Et t'es 3-0 et t'as l'impression que t'as été presque meilleur et que les 3 buts sont 3 faits de match. En même temps, à la fin, les joueurs nous disaient mais en même temps, le jeu, c'est un sport d'erreur. Et s'il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de but. Pas tout à fait, ils ne l'ont pas dit exactement comme ça, parce que ce n'est pas non plus tout à fait juste. Genre, quand Malguin prend le puck en zone offensive, fait un tour complet de la zone et allume l'angle du but de Kevin Pache, si c'est à l'intérieur, j'ai pas l'impression qu'il y a eu d'erreur lausannoise. C'est juste, bravo. Parfois, il faut accepter que l'attaquant fasse quelque chose de juste et soit excellent. Donc, ça peut arriver. Mais voilà, tu as ce 3-0 qui est quand même un peu dur après 2 tiers, ce qui a un petit peu éteint Lausanne, même si en fin de match, il y a eu cette espèce de rush final où on se revoyait dans la série contre Langnau, où Lausanne était mené 2 voire 3 buts et commençait à sortir le gardien hyper tôt, comme l'a fait Jeff Ward sur ce match numéro 3. Par contre, petit détail intéressant, il commence à sortir page 55-26. Quand tu es mené de 3 buts, c'est complètement légitime de le faire à ce moment-là. But une petite vingtaine de secondes plus tard, mais par contre, il y a eu encore des périodes de 6 contre 5, il y a eu de nombreux dégagements interdits. Mais à aucun moment, Jeff Ward n'a pris son temps mort. Ouais. Et je ne suis pas en train de dire ça de manière négative. C'est un constat qui est assez intéressant à faire. Il avait fait le même coup lors du match numéro 2 à Zurich, quand ils étaient menés en fin de match. Pas de temps mort de sa part. Alors, bien sûr, si là, tu te dirais, ouais, moi, quand même, il aurait dû prendre son temps mort. Mais en même temps, j'entends clairement ce qu'il veut faire. Si tu regardes le banc lausannois, pendant chaque interruption de jeu, il prend ses joueurs, il fait une sorte de mini temps mort avec les gars qui sont sur le banc. Il laisse sur la glace les joueurs qui sont en train d'affronter la ligne potentiellement usée adverse. Il envoie ses joueurs frais contre une ligne usée. Ceux qui reviennent au banc, il fait une sorte de mini temps mort avec eux, puis il alterne comme ça. Et je trouve que c'est une manière assez intéressante et assez intelligente finalement de gérer les énergies en fin de match sans permettre à l'équipe adverse de pouvoir se reposer, de pouvoir souffler et donc de se remettre en place. Ça n'a pas payé, mais j'ai bien aimé cette observation-là. Ouais, en général, il est assez réactif. C'est un coach qui est assez bon au feeling, j'ai l'impression qu'il ne va pas faire 1, 2, 3, 4 bêtement s'il sent que la 2 ou la 3 est dans un bon soir. Ouais, surtout, je ne sais pas si tu as pu faire attention, le premier tiers. Il a beaucoup coupé son banc, justement, la 4e ligne, elle venait plus beaucoup. Durant le premier, je dis. Elle venait quasi pas. Après, il a forcé ses 2 premières lignes à un moment. Donc, il essayait vraiment de provoquer, lui, les match-ups qu'il avait envie avec ses propres lignes. Et pour justement déstabiliser un Zurich qui allait plus hier, en l'occurrence, jouer 1, 2, 3, 4 parce qu'ils étaient à la maison, ils pouvaient choisir sur chaque engagement qui allait contre qui. Mais vu que Jeff Ward, à l'intérieur des shifts, faisait de temps en temps 1, 2, 3, 2 ou 1, 2, 1, il arrêtait pas d'alterner ses lignes, notamment avec Suomela qui revenait parfois à 2 shifts quasi consécutifs ou juste avec une autre ligne entre deux. Et ouais, c'est intéressant la petite bataille tactique. Au final, ça a rien donné pour Lausanne qui se retrouve maintenant mené 3-1 dans cette série. Je voulais quand même juste revenir sur 2 scènes de l'acte d'avant, vu qu'on n'en a pas parlé. Puis je pense que si on les évoque pas, on passe à côté quand même de 2 choses intéressantes. Un, c'est le pétage de plomb final de Zurich avec le one-man show de Derek Grant et la pénalité de match à Sven Andrighetto. Je me dis, en fait, ce qui est dommage, c'est que si Lausanne avait pu gagner ce match numéro 4, on pourrait dire, voilà, on a vu Zurich n'est pas serein, etc. Là, malheureusement, Zurich a été terriblement serein. Mais sur cette fin de match, j'ai trouvé le comportement de Grant assez détestable. Oui, il est frustré.
Oui, il y a eu une erreur d'arbitrage. Je crois même, ils me l'ont pas dit en on the record, mais pour avoir parlé avec des Lausannois, je crois que tout le monde était assez d'accord pour dire que le dégagement de Grant est arrivé sur le banc de Lausanne, que le puck était là, que visiblement personne leur a demandé si le puck était là. C'était pas à eux de dire aux arbitres coucou, le puck était sur notre banc. Alors il n'y a pas y a pas 2 minutes pour Grant, hein, vous vous êtes trompé. Évidemment que non, ça aurait été absurde de le faire. Ils ont juste dit le puck est là. Si on veut nous demander, on leur donne. Si on nous demande pas, bah y a rien à dire. Il y a rien à dire. Mais Grant, il a bien vu où est parti son puck et c'est ça qui l'a fait complètement péter un plomb. Alors il y a deux choses. Un, l'arbitrage s'est planté sur cette action. Mhm. Mais si à chaque fois qu'il y a une erreur d'arbitrage, alors bien sûr, elles ne sont pas toutes égales, une erreur d'arbitrage après 2 minutes de jeu, ou à la 58e, quand tu es en train de pousser à 3-2, puis tu te rends compte que tu vas te prendre un 3 contre 5 sur une erreur, ça n'a pas la même valeur. Je ne suis pas en train de dire que toutes les erreurs sont ont le même poids. Par contre, d'avoir un comportement pareil après une petite frustration, ça faisait un petit peu l'enfant gâté. Et je dois dire que c'était un peu détestable. Sven Andrighetto, surtout, Derek Grant, il a une carrière longue comme le bras, il a 450 matchs de NHL. Et il y en a quand même vu d'autres. Il n'a pas découvert samedi soir que les arbitres peuvent faire une erreur, il me semble. Est-ce que vraiment ça justifie ça? Je suis pas sûr. Andrighetto, il a pris match pour être allé parler aux arbitres à la fin du match. Je ne sais pas ce qu'il leur a dit, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je suis évidemment allé voir les vidéos pour essayer de voir s'il y avait eu un contact, s'il avait mis la main sur l'arbitre, dans le sens s'il avait touché l'arbitre, j'en sais rien quoi. J'ai rien vu, donc je pense que c'est juste verbal. Est-ce qu'il méritait une amende pour ça? Peut-être, probablement. Je pense que les deux méritaient une amende. Oh non, je pense que Grant méritait une amende Ouais, plus pour son Grant. cinéma. Voilà. Andrighetto, ben voilà, on sait pas la première fois qu'il y a un joueur qui prend match à la 60e. J'ai Calvin Turcauf en tête, par exemple, qui prend une fois match. Il n'y a pas eu d'amende derrière. Dido. Ça me choque pas. Di Domenico, sûrement arrivé quelques fois, tu as raison. Il n'y a pas d'amende derrière. Par contre, en fait, moi, je fais une différence entre ce qui comment dire, nuit à la réputation de l'arbitre. Et je reviens à Glauser et son geste où il a mimé l'aveugle. Là, tu t'en prends directement à l'arbitre et tu manques de respect envers une figure d'autorité. Et je suis totalement favorable au fait que Glauser prenne une amende pour ça, pour cette raison-là. Grant, c'est la même chose finalement. Ce cinéma-là, il est aussi dirigé contre une figure d'autorité. Et finalement, la réputation de l'arbitre est également entachée. C'est pas la même chose, dans le sens que c'est pas moqué d'eux, mais il s'est énervé contre les arbitres. Et ce cinéma-là doit être sanctionné. Andrighetto, je pense pas. Et l'autre scène, à moins que tu voulais ajouter quelque chose sur ce point-là. Non, vas-y. Et l'autre scène, c'est la pénalité de match rétroactive contre Andrea Glauser. Là aussi, je pense que la finalité de cette action est juste. Andrea Glauser prend pénalité de match. Le problème, c'est qu'il la prend le lendemain matin à 9h. La pénalité de match, il la prend directement. Il prend 5 minutes. Les arbitres sur la glace donnent 5 minutes et ça me semble être la bonne décision. Ou en tout cas, c'est une décision qui a le droit d'être prise à ce moment-là sur ce qu'on voit en vitesse réelle. Moi, je disais directement à mon voisin. En l'occurrence, mon voisin, c'est John Foust. Mais ben voilà, c'était quand même mon voisin à ce moment-là. Je dis, ça, c'est pénalité de match. À vitesse réelle, je l'imagine comme ça. Derrière, il se passe ce qui se passe. Les arbitres vont à la vidéo, vu qu'ils y ont droit et même ils sont incités à y aller quand il y a une pénalité de match. Et le problème, c'est qu'à un moment, si tu donnes un compas à une chèvre, il va pas faire des ronds, quoi. C'est terrible. Mais tu donnes la vidéo aux arbitres, ils vont voir la vidéo. Et sur les images qu'on a, on rappelle la règle, on l'a déjà fait plusieurs fois, mais je trouve que c'est important de le faire. Ils devaient avoir la certitude qu'il n'y avait pas pénalité de match sur toutes les images qu'on leur a montrées. Et moi, je suis désolé, sur l'image depuis le coin, tu vois que le point d'impact est au genou. Je parle pas d'attentat, je parle pas d'agression, je parle pas de volonté de la part de Glauser de faire mal à Koukan. Mais malheureusement, des fois, tu veux pas faire mal et il y a une charge à la tête, et puis c'est une charge à la tête. Ma foi, il n'y a pas d'intentionnalité derrière, mais ça doit être sanctionné, ça aurait dû l'être. Et les arbitres ont décidé de revenir sur la glace et de donner 2 minutes, ce qui n'a pour moi pas vraiment de sens. Et je pense que c'est une erreur d'arbitrage. Après, ça arrive, les arbitres ont le droit de se tromper. Moi, c'est juste, je trouve dommage qu'ils se trompent alors qu'on leur donne les outils technologiques pour ne pas se tromper en regardant les images. Et je ne sais pas ce qui s'est passé à ce moment-là. Et voilà, Glauser est passé entre les gouttes. Maintenant, qu'il n'y ait pas eu de suspension derrière, ça me semble à 100% justifié. Parce que justement, il n'y a pas d'intentionnalité.
Il veut mettre une charge. Malheureusement, c'est le point de contact est au niveau du genou et non à l'épaule ou à la hanche, comme on pourrait le croire, sur un autre angle de vue. Mais le dernier angle depuis le coin qu'on a vu, en tout cas sur le flux télé, celui-là inculpe Glauser. Les autres, tu peux te dire, il y a le doute demeure. Mais justement, on en revient finalement à, ouais, mais le doute demeure. Ça veut dire que tu avais donné 5e match sur la glace. Ouais. Tu as doute, donc tu dois garder 5e match. C'était déjà ça pour moi la base de l'erreur. Indépendamment de il touche le genou, il touche pas le genou, c'est es-tu à 100% sûr qu'il n'y a rien? Et là, sur les vidéos, pour moi, à mon avis, ils peuvent pas. Mais voilà. C'était quand même 2 faits de match, je trouvais important de les mentionner. Il y a un ou deux supporters lausannois qui m'ont aussi envoyé une vidéo d'un éventuel en comparant celle de Baltisberger sur Rochette. Je pense qu'on parle pas de la même chose. L'une est un contact genou contre genou. Je pense que Baltisberger sur Rochette, c'est pas un contact genou contre genou. Par contre, si on me dit qu'il y a un trébuchet qui a été raté là, je pense que c'est totalement juste. Je pense que Rochette cette action de Baltisberger sur Rochette mérite 2 minutes de pénalité. En tout cas, est-ce que tu peux aller sur un slow footing? J'ai toujours un peu de la peine à juger ça. Est-ce qu'il y a un mouvement de la part de la jambe de Baltisberger? J'ai pas cette impression. Mais en tout cas, que ce soit une erreur là aussi, à mon avis, oui. Je pense effectivement qu'il y a quelque chose à dire. Après, globalement, depuis le début de cette série, si on prend les 4 matchs, je pense que personne peut vraiment dire l'arbitrage a eu un impact majeur sur la série, dans le sens où samedi, Lausanne était une bonne équipe et était la meilleure équipe et a mérité de gagner son match, indépendamment de la pénalité de match ou non infligée à Andrea Glauser et indépendamment ou non du dégagement de Grant qui termine sur le banc. Jouer sport, un jeu de la loterie romande. On passe au pari sportif. La dernière fois, on a été plutôt en veine, ou je sais pas, en tout cas on a eu raison les deux. On avait pronostiqué une victoire lausannoise qui était à plus de 2, hein, je crois. La cote, on avait justement dit que c'était plutôt intéressant et qu'on imaginait quand même que Lausanne avait les moyens de faire quelque chose. Cette victoire 4-2 était là pour le confirmer, et forcément que cette semaine, pour peut-être, on ne sait pas, hein, le dernier pronostic National League de cette saison de Cold Facts, ça peut l'être. On va parier sur le match 5 à venir jeudi soir, de nouveau à Lausanne. Quels sont les codes, Greg? Alors, actuellement sur le site de l'Euro, au moment où on enregistre ça, le Lausanne HC est à 2,25, le match nul est à 3,70 et Zurich est à 2,55. Moi, je dois bien t'avouer que sur ce que j'ai vu mardi soir, j'aime à nouveau bien Lausanne. Pareil. Après, c'est des matchs difficiles parce qu'en gros, t'as une coupe à la clé. Zurich pourrait être champion ce soir-là. Lausanne est dos au mur. T'as tendance à vouloir peut-être en faire plus, voire trop. Donc, mais disons qu'à plus de 2, ça veut dire que selon les bookmakers, Lausanne a moins d'une chance sur 2 de gagner ce match pour coter ça à 2,25 en 60 minutes du coup. Je dois dire que j'aime assez cette cote-là. Zurich à 2,55, c'est pas inintéressant, mais sur ce que j'ai vu de là, et même globalement, on va parler encore un petit peu de cette série après, j'imagine, mais plus globalement, sur ce que je vois depuis le début de cette série, je trouve pas Zurich meilleur. Et Lausanne a déjà perdu une fois à la maison dans cette série contre Zurich, a perdu 2 fois à la maison contre Fribourg dans la série d'avant. Donc, tu as un peu tendance à te dire, les défaites à la maison, c'est bon, une équipe qui est à ce point solide chez elle, parce qu'on rappelle quand même que le Lausanne HC, c'est la meilleure équipe à domicile cette saison, avec 60 points sur les 26 matchs disputés à la maison, 21 victoires, et seulement 5 défaites. Est-ce que vraiment ils peuvent perdre encore à la maison? Moi, je ne crois pas. Je suis plutôt sur cette direction-là. Et toi? Je disais, le Lausanne du match de samedi était intéressant, et même les 2 derniers matchs à Zurich, malgré les défaites, il y avait quelque chose de bien. Il me manquait un tout petit poil de chance, peut-être lors de ce dernier match, finalement, mardi soir. Et aussi un Hrubeč qui était vraiment dans un tout bon soir. C'est-à-dire que oui. Hrubeč est toujours bon, mais Hrubeč, là, il était plutôt imperméable,
très peu de rebonds. Enfin, il était dans sa zone. Peut-être aussi le fait que Lausanne a beaucoup tiré au but a aidé à le mettre dans le rythme. Il a eu un petit peu de chance avec ses poteaux, mais pas de problème. Il en faut. Pache en a eu aussi de la chance. Donc, il va falloir les faire douter. Lausanne, je crois, connaît on en reparlera après, mais connaît la recette pour embêter. Donc, ouais, je vais partir sur soit une victoire lausannoise, soit peut-être le nombre de buts, encore que on est typiquement dans un scénario où si Zurich mène et qu'il faut sortir le gardien, ça peut déboucher sur pas mal de goals. Donc, je pense que c'est plus logique d'aller sur une victoire lausannoise. Il y a un pari que j'aime bien, c'est le nombre de buts d'une équipe que tu peux choisir. Et le plus de 2 buts et demi de Lausanne est à 2-1. Et là, tu te dis, s'il y a 2-1, puis cage vide, tu as une cote à 2 qui est quand même assez intéressante. Et si on pousse le raisonnement un poil plus loin, dans ces matchs où justement tu te retrouves avec des coachs qui sortent le gardien à 5 minutes de la fin du match parce qu'il faut revenir de 2 buts, etc., tu as Lausanne qui marque plus de 3 buts et demi à 3,45. Et moi, je trouve que c'est une cote énorme. Il faudra demander à Théo Rochette de ressortir un peu sa magie du match 3, en tout cas. Ouais, bah voilà, effectivement. Mais moi, j'aime bien ces cotes, justement, les buts d'une équipe. Si tu penses que Lausanne devrait plutôt gagner, bah, ça peut aussi être un moyen de dire, bon, ben, pourquoi pas Lausanne marque plus de 3 buts et demi à plus de 3-1. C'est aussi un truc qui m'a intéressé. Et si on fait un petit pointage long terme ou court à moyen terme maintenant, parce qu'on se rapproche quand même gentiment de la fin de cette finale, actuellement, Zurich champion est à 1,2 contre 1 et Lausanne est à 4,25. Moi, je m'attendais à un poil plus, honnêtement, sachant qu'ils doivent gagner 3 fois consécutivement contre Zurich. En gros, si tu prends, ça veut dire que Lausanne doit gagner 3 fois le match. Et si tu prends les cotes, c'est qui vont être, là, on va dire 1,8, 2,6 et 2, quelque chose comme ça, ça te fait beaucoup plus que du 4,25. Donc, en fait, autant parier individuellement chaque soir sur Lausanne. Si tu penses que Lausanne va gagner, autant parier chaque soir individuellement sur Lausanne plutôt que de prendre un pari à long terme quand on te le propose à 4,25, comme c'est le cas actuellement. Mais moi, mes paris long terme, c'était Lugano en début de saison. Je crois que ça ne va pas passer. Je suis pas sûr. Il y a encore une petite chance, j'imagine. Je sais pas si le championnat est annulé. Est-ce qu'on remboursera peut-être? Là, prochaine fois, je peux te garantir que je balance 30. J'ai mis quoi? 25 francs par terre. Je crois que ce sera beaucoup mieux. Pas plus inutile. Et Lausanne, que j'avais pris quand Lausanne était mené 3-1 par Fribourg, qui était à 12-1, qui n'avait aucun sens comme cote. Ça, c'est encore un peu plus possible que Lugano. Eh ben, tout ça, pas les paris long terme, évidemment, mais nos résultats, découvrirez jeudi matin sur nos réseaux sociaux. Jouer Sport, un jeu de la loterie romande. On enchaîne avec cette projection qu'on a un petit peu fait, enfin que j'ai un petit peu fait. Désolé d'avoir spoilé finalement en disant quelles étaient les clés que Lausanne avait trouvées. D'une certaine manière, la recette pour ennuyer Zurich. Il va falloir répéter ça jeudi soir à Lausanne pour espérer avoir droit à un match 6 samedi à Zurich et peut-être rendre possible l'impossible, c'est-à-dire battre Zurich à la Swiss Life Arena comme Bienne, qu'il avait fait 2 fois lors des playoffs 2023. C'est impressionnant d'ailleurs, il y avait eu un match 4-0, je crois 4-0 et 5-3, j'ai encore regardé les archives. Et j'étais là, waouh, aller gagner contre Zurich, qui était déjà un bon Zurich en 2023. C'était pas une formation si différente de celle qu'on a là. Donc, chapeau bas à Antti Tormeinen et à ses joueurs d'avoir réussi pareil exploit. Mais avant de penser à un potentiel match à Zurich, il va falloir être fort à domicile, répéter les principes du match de samedi dernier et espérer que Zurich, là aussi, se dise on va peut-être pas on veut fêter devant nos supporters, je sais pas, mais... Ouais, je t'arrête tout de suite, là. Ils préfèrent... Là, je t'arrête tout de suite, mais par contre, là où tu as raison, c'est quand tu te replonges dans les archives, on aurait pu le faire avant l'épisode d'avant, où c'est moi qui me suis trompé. Parce qu'en fait, cette série de Bienne, dans ma tête, c'était joué
Lunchstadion. Ouais. Et c'est pour ça que j'avais dit que Zurich n'avait toujours pas perdu à la maison en série. Et c'est une erreur, parce que c'était la première saison dans la Swiss Life Arena. Et donc, effectivement, Zurich n'est pas invaincu à la Swiss Life Arena, ce qui est une bonne nouvelle pour Lausanne. Ça veut dire que c'est possible. Mais là où tu as raison, c'est qu'il faut d'abord commencer par se projeter sur le match de jeudi soir, avec un Zurich qui a un visage un petit peu différent quand même. Est-ce qu'ils vont faire la même chose, à savoir jouer avec l'Amico et Blaser et Lettonen au lieu de Kinnunen et Lettonen? J'ai assez l'impression. Je pense qu'il n'y a pas de raison, si tu es Marco Bayer, de changer quoi que ce soit sur tes alignements. Lettonen a joué que 21-38. Au final, il n'y a pas eu de temps de jeu disproportionné, même si Blaser a joué 8-44. Ouais, les 5. Martier. Il y avait un top 5, ouais, on va dire, plus qu'un top 6. Il joue à 5 défenseurs, plus Blaser sur certains shifts. En gros, 8 minutes et quelques. Mais sinon, c'est 5 défenseurs qui jouent 20 minutes ou 21 minutes ou 22 minutes par là. Sachant qu'en plus, sur les 120 minutes que tu as besoin durant lesquelles tu as besoin de défenseurs sur la glace, 2 fois 60 minutes, on va dire ça comme ça, il y a toute une période où il y a des powerplays, donc où tu n'as pas besoin d'avoir de défenseurs sur la glace, tu n'as pas de défenseurs sur la glace, donc ça limite aussi un peu le temps de jeu. Et donc, en gros, tu as peut-être 110 minutes de défenseurs nécessaires, et en gros, tu as 21 minutes sur 5 défenseurs plus Blaser, puis tu n'es pas trop mal, quoi. Absolument. Donc, je ne vois pas Marco Bayer faire des changements à ce niveau-là. Surtout que l'Amico avait été annoncé malade. Moi, on m'avait dit qu'il était plutôt blessé et qu'il nous disait pas vraiment la nature de sa blessure. Du coup, visiblement, il était de retour, donc c'était un bon signe pour lui. Ça donne quand même des lignes offensives encore plus impressionnantes, justement avec cette troisième ligne où tu as Grant, ton centre de troisième ligne, puis ta ligne de centre, c'est Malguin, l'Amico, Grant, Sigrist. Bah, c'est quand même sacrément impressionnant. Mais à l'inverse, côté lausannois, moi j'ai de nouveau bien aimé la ligne Perlini-Kaoun-Rochette durant cette rencontre. Et malheureusement, le seul problème que je vois, c'est que tu as une première ligne qui peut faire la différence à tout moment avec Riasso, Mela Oksanen. Tu as une deuxième ligne qui trouve gentiment son rythme, Perlini, Kaoun-Rochette. Mais derrière Boson, Prassel et puis Ruexeger, Bougro. Malheureusement, tu as un déficit de profondeur qui fait que tu dois absolument compter sur tes 2 premières lignes pour t'en sortir. Ouais, je trouve que la troisième ligne, il manque quelqu'un, en fait. Est-ce que ça pourrait être Payuniemi à la place de Prassel, ce qui permettrait de mettre Prassel en quatrième ligne, puis donc d'avoir un truc plus intéressant? Mais je le disais aussi avant, à ce moment-là, tu dois sortir un de tes joueurs, donc ça va complètement... Si Fuchs est là, pourquoi pas? Et encore. Mais là, c'est trop compliqué, je trouve, de faire des changements. Il faut partir avec probablement le même line-up, à moins que, tu disais, qu'il y ait des retours qui semblent finalement assez improbables. On en saura sans doute plus une fois que la saison sera terminée. On lui dira, ouais, non, mais lui, en fait, il est out jusqu'en janvier prochain. Donc, c'est comme... quand j'ai posé la question à Jeff Ward après le match de samedi concernant Jason Fuchs, je lui dis, est-ce que tu le considères day-to-day? Et puis il dit, ouais. C'est pour ça que des fois, ils disent pas les choses. Mais là, en l'occurrence, on a pu comprendre que quand il parlait de... J'ai vu des miracles, mais il était plutôt... c'était même pas week to week. Enfin, on avait l'impression que de toute façon, week, ça veut dire fin de saison. Hein. On va pas aller beaucoup plus loin. Donc, c'est pour ça qu'il était... Il a été presque honnête. Enfin, il a été honnête en disant non les gars, je peux pas vous dire qu'il est day to day, mais toujours est-il que Lausanne va devoir réagir de toute façon sans ces joueurs-là. Ils ont réussi à le faire lors du match précédent à Lausanne avec ce line-up là, donc ils savent le faire. Tout à fait. Il faudra peut-être un bon powerplay, mais encore faut-il en avoir des occasions, parce que Zurich, on avait déjà vu Fribourg être très vigilant, très discipliné. Zurich fait peu de fautes aussi. Peut-être, s'ils sont un peu frustrés, peut-être que si y a quelque chose qui leur échappe un peu. Des fois, j'essaye souvent, mais on a ce terme qui revient tout le temps en parlant de Zurich, de l'arrogance zurichoise. C'est plutôt, je ne sais pas si on peut parler d'arrogance, mais ce sentiment de se dire... on est quand même pas mal fort, en fait. Et cette confiance en soi de se dire « Ah non, mais on est bon », peut amener à une certaine frustration parce que quand Malguin prend le puck, je suis désolé, mais en Suisse,
y a personne. À un moment, on a l'impression qu'il a une deuxième, voire une troisième vitesse quand il commence à déborder. Ou des fois, et tu parlais de l'action précédemment où il a trouvé le poteau, en fait, il fait aucun coup de patin. Il se laisse glisser. C'est incroyable. Et ça, c'est simplement une technique de patinage. C'est juste qu'il a un patinage au-dessus de la moyenne. J'ai l'impression que des fois, c'est un peu bête, mais on oublie que le hockey sur glace, en fait, et que ça se joue sur la glace et que le patinage, c'est assez important parce qu'on est focalisé sur le jeu physique, dans les bandes, etc. Puis qu'on est là, on laisse le patinage au patinage artistique et qu'on a envie de se dire non, le patinage, c'est presque secondaire à un moment. Or, quand Malgin entre sur la glace de la même manière que Connor McDavid ou des grands joueurs, tu vois à quel point c'est ça qui peut faire la différence parmi ces grands joueurs, en fait. Ouais, absolument. Et là, si tu regardes sur ce match-là, de nouveau, la ligne Malgin-Andrigetto-Balcers a pas été, on va dire, dominante, vu que c'est Riedi, Bechler et Tsender qui marquent, mais elle a quand même pesé toute la soirée sur l'arrière-garde de Lausanne. Et elle a dû être défendue, elle a annulé la première ligne lausannoise, et ce qui permet justement, après d'avoir une troisième ligne, qui a beaucoup joué contre Boson, Jäger, Prassel, le grand Rohrer Riedi. Et c'est ces trois-là qui se sont amusés sur cette rencontre parce que justement, Malgin Andrigetto ont pu se permettre de. Enfin, ont annulé la première ligne lausannoise. Et je me réjouis de voir si à un moment, Jeff Ward va changer quelque chose dans ses match-ups de ligne. Et en même temps, peut-être qu'il nous dira, mais les gars, vous êtes gentils, mais en fait, si je mets pas une bonne ligne défensive avec Oksanen qui est un bon joueur défensif, avec Suomela qui est un joueur responsable, Ria qui est tout à fait OK, contre cette ligne Andrigetto Malgin Balcers, en fait, il y a un risque que je me fasse bouffer parce que Kaoun, Rochette, Perlini, c'est une ligne qui est meilleure offensivement. Bozo, Jäger, Pressa, on a vu qu'ils ont déjà eu de la peine contre Grant et ses deux copains. Mardi soir, est-ce que vraiment il y a une option autre que celle-ci? C'est aussi peut-être simplement ça. Ward, peut-être c'est pas un magicien. Donc, par contre, aurions des bonnes nouvelles. Bayreuther qui prend le puck dans le nez en fin de match. D'ailleurs, au moment où je me suis dit, ah mince, c'est la canne du défenseur zurichois, il n'y a pas eu de coup de sifflet. Est-ce que ça va être, est-ce que ça va de nouveau être un problème? Est-ce qu'on va nous dire, ah, il aurait mérité match ou pas, alors que ça aurait été une shooting motion? Donc, je pense de toute façon pas. Mais j'étais quand on a vu le puck, on disait là, il n'y a plus aucun doute. En fin de match, on a vu Bayreuther avec un truc sur le nez. Poser la question au coach ce qu'il en était, il nous a dit c'est une égratignure. Alors ça me fait bien rire. Les hockeyeurs sont pas comme nous, c'est épisode 3241 parce que moi si je prends un puck dans le nez et toi aussi et toute personne normalement constituée si elle prend ce puck dans le nez, on parle pas d'égratignure en fin de match mais on est week to week. Ouais, pronostic vital engagé. Là il dit non c'est bon, il est égratignure. Il a dit quoi, just a scratch, il a dit mais... Ouais, c'est a scratch. C'est dingue. C'était ouais, ok. Alors et je crois vraiment qu'il le disait genre non c'est bon, vous inquiétez pas, il sera sur la glace jeudi soir. Bayreuther d'ailleurs, il l'a pas dit, mais Lausanne en a bien besoin parce qu'il fait une bonne série. Et d'ailleurs, vu qu'on parle de Bayreuther, d'ailleurs la transition c'est une meilleure relance que celle de Lucas Frick au début de match, celle-là. En fait, je savais pas si on allait faire une pause et te dire justement puisque tu parles des défenseurs, mais vas-y. Expressen sous la plume du toujours très bon Johan Svensson et toujours très juste Johan Svensson nous annonce que Erik Brandström devrait débarquer à Lausanne la saison prochaine. Il n'y a rien qui me fait dire que c'est pas vrai, bien au contraire. Pour ceux qui se souviennent, Erik Brandström, on le connaît en Suisse. Il a joué à Langnau pendant la saison 20-21. Il a commencé la saison là-bas. 10 matchs, 8 points, 2 buts, 6 passes décisives. Défenseur très offensif, suédois de 25 ans seulement. Ancien choix de première ronde du côté de Buffalo en 2000... non, du côté de Vegas, pardon, en 2017. C'est un joueur après 300 matchs de NHL. Logiquement, quand tu as un choix de première ronde comme ça, de toute façon, tu as ton lot de matchs assez tôt dans ta carrière, mais oui. il est resté, il est revenu en Europe, il est pour ce prêt à Langnau, mais après il est reparti en Amérique du Nord. Et surtout, il a joué 74 matchs en 22-23 et 76 matchs en 23-24.
cette saison plus compliquée. Il commence à Vancouver avant de faire le tour des États-Unis et du Canada. D'ailleurs, il fait Vancouver, Abbotsford, Hartford, Rochester Americans. Et il a fait 4 clubs cette saison. Il a été transféré 3 fois. Je pense qu'il s'est dit ben c'est bon là, merci quoi, de changer d'appartement toutes les 3 semaines, ça commence à me gaver un peu. Donc il va revenir en Europe. Signature XXL du Lausanne HC. C'est un défenseur offensif très intéressant. J'en garde un excellent souvenir de lorsqu'il était à Langnau, les quelques fois on l'avait vu jouer. Donc pour moi c'est un home run si on veut parler de ce joueur à titre purement individuel. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose le concernant. Que c'est un joueur, effectivement, tu l'as dit, très très bon offensivement. Il fait quoi, 1m79, 1m80 à peu près. La question que je me pose, et je me la pose depuis un petit moment, et en voyant les signatures annoncées et pas annoncées, enfin c'est pas officiel, mais si on prend Niku, Brännström, Tcharnik, Tsender, Baragano, c'est très 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 bien. Hein. Sur le papier, il n'y a pas grand-chose à dire. Par contre, c'est toujours un déficit de taille. Alors, je sais bien que le hockey change, je sais bien qu'on n'a plus besoin d'avoir des Golgoth en défense, mais au bout d'un moment, j'espère que ces joueurs-là sont assez, savent répondre physiquement à les mettre des boîtes malgré une taille un petit peu moins grande. On peut prendre comme exemple Glauser, hein, qui n'est pas un géant, mais qui a une intensité qui fait du bien dans ces moments-là. J'espère juste qu'effectivement Lausanne va pas se faire être une équipe flamboyante en saison régulière puis qu'on dise après en play-off ouh là là, voyez, s'il n'y a pas de powerplay c'est plus difficile. Maintenant tu me diras, si on n'est pas capable de t'attraper parce que tu vas trop vite ou que tu es trop bon avec le puck, que tu as une trop bonne première passe, eh ben ça peut aussi être un immense atout et passer. Mais je trouve quand même que il y a une sorte de pattern au niveau des gabarits qui me fait dire ok, Foust avait dit qu'il voulait du jeu rapide, il n'est pas en train de mentir en fait. Non, absolument. Moi, la seule question que je vais me poser ou que je me poserai la saison prochaine, on verra quand ça sera officialisé, mais ça le sera, j'en suis persuadé, c'est est-ce que Niku et Brännström sont pas un peu redondants? Dans le sens, tu n'as jamais assez de défenseurs offensifs, hein, qu'on soit bien d'accord, mais c'est plutôt les deux vont vouloir jouer ou vont pouvoir jouer du powerplay, après ça c'est une discussion avec le coach, ils vont pouvoir jouer du powerplay. T'as qu'un powerplay quand même qui va jouer une 30, une 35 par match, et l'autre par période, pardon, et l'autre 25-30 secondes. Et je me demande si c'est pas un petit peu gâché, on va dire, entre guillemets, d'avoir deux défenseurs aussi bons offensivement et aussi bons sur le powerplay. Et donc, quand on est un deuxième powerplay, parce que faire jouer un powerplay avec deux défenseurs, j'ai l'impression que c'est daté comme façon de faire et que plus personne ne joue comme ça. Donc, il y en a un qui serait glissé sur le deuxième powerplay. Je me demande juste ça. Moi, j'aime bien l'équilibre que tu peux avoir. On va prendre le bien de la saison passée, parce que cette saison, malheureusement, on ne l'a pas vu. Mais quand Yakovenko Löw, où tu as justement un défenseur qui est très porté vers l'attaque, très offensif, tu sais que c'est ton défenseur numéro 1 sur le powerplay. Et par contre, derrière, tu as Löw qui a plus un all-around, qui va pouvoir jouer du powerplay sur l'une-monde, qui va avoir une bonne première passe quand même, mais qui est plus un défenseur physique. C'est le seul bémol, et encore, c'est juste que peut-être qu'il a simplement besoin d'avoir des défenseurs qui portent plus le puck, parce que justement Frick s'en va, Glauser s'en va, et Baragano va pas pouvoir remplacer Frick et Glauser, et donc il faut des défenseurs capables de porter le puck. Et rappelons-nous quand même que Lausanne va en finale l'année passée avec Joss et Pilot, et tu parlais du terme de Golgoth avant. Ni l'un ni l'autre n'en sont, j'ai l'impression, parce que si on se rappelle, Pilot il fait 1m80 et quelques, et Joss il fait peut-être 2 cm de plus, mais par contre ce sont deux défenseurs qui étaient tout à fait à leur place défensivement malgré ça. Et il y a Basile Sansonance aussi, qui va normalement revenir, visiblement pas un défenseur offensif, mais plutôt un clone de Siegenthaler, de ce qu'on dit. Et si Lausanne arrive à en faire Jeff Ward arrive à en construire un joueur bonne première passe, mais pas besoin. Sansonance, il n'aura pas besoin de marquer 53 buts ou 53 points. Tant mieux s'il fait déjà une bonne première passe et puis que défensivement, il est solide.
Après, il ne faudra pas oublier qu'il est quand même très jeune et que ce sera probablement sa première saison chez les pros. Oui, exactement. C'est un joueur qui aura 19 ans quand il débarquera du côté de Lausanne. Donc c'est vrai que c'est difficile de pouvoir commencer à le mettre dans un alignement fictif en se disant lui, on va le mettre ici ou là. Ça va dépendre de son développement. Il aura une saison complète de Ligue junior québécoise dans les pattes. Donc mine de rien, c'est quand même pas rien. Là, il a 54 matchs, 12 points, un but, 11 passes décisives. En playoff, il a 10 matchs, une passe décisive. Donc comme tu disais très justement, c'est un défenseur défensif, mais moi, on m'en avait vraiment dit beaucoup de bien. Et t'as encore Edner, Marty qui sont présents pour l'année prochaine. Donc, bref, c'est pas comme si Lausanne n'avait pas de défenseur l'année prochaine capable de jouer physique. Mais c'est vrai que le duo Brenström-Nikou, en tout cas, on va pas s'ennuyer du côté de la Bold Arena. Non pas qu'on s'ennuyait cette saison d'ailleurs. Au contraire, je pense que c'était un endroit où on s'ennuyait assez peu, Lausanne. Autre nouvelle, selon la NZZ, la semaine passée, confirmée par le Matin en début de semaine, Connor Hughes reviendrait du côté de Lausanne. J'ai deux opinions au moment où je lis ça. Je me dis, si on m'avait dit ça début septembre, j'aurais dit, oui, logique, il revient en Suisse. Et s'il revient en Suisse, c'est à Lausanne. Pas de souci. Et là, je me dis, on a Kevin Pache qui a 22 ans et qui vient de les avoir. Donc, il va pas avoir 23 durant l'été. Il va être à 22 ans jusqu'à la moitié de la saison prochaine. Qui va faire une saison qui est quand même assez exceptionnelle. Oui. 92,6% d'arrêt, 9 blanchissages, près d'une trentaine de victoires. C'est vraiment solide. En play-off, on l'a dit, il y a quelques matchs, quelques buts où on se disait un peu, ouais, là, la limite. On coupe un peu les cheveux en quatre à chaque fois, mais en même temps, c'est les playoffs, c'est la loupe est grossissante pendant les playoffs. Chaque but a une importance plus d'importance qu'en saison régulière et donc va être plus scruté. Mais on se retrouve quand même avec un gardien qui commence à faire ses pas en équipe nationale, qui a plus de 92% d'arrêt pour sa première saison comme titulaire, qui a encore une marge de progression folle parce que 22 ans, c'est pas du tout le prime d'un gardien, très loin s'en faut. Et je me dis, ça veut dire que ils vont pas, à mon avis, pas partager le filet parce qu'en termes de structure salariale, Connor Hughes va être mieux payé que Kevin Pache. Et je doute qu'on laisse Connor Hughes 26 voire plus matchs sur le banc alors que tu le payes quand même suffisamment pour qu'il soit revenu en Suisse chez toi. Je connais pas son salaire, mais je me doute bien qu'il n'a pas un salaire de junior et il l'aurait eu partout ailleurs. C'est pas une question de club qui paye, surpaye ou je ne sais quoi. C'est juste la réalité, c'est la suivante. C'est que s'il est revenu s'il revient en Suisse et si cette information se confirme, et je n'ai pas de raison de croire qu'elle ne se fera pas, il va être bien payé, il va avoir un joli contrat. Donc il va aussi avoir des exigences en termes de temps de jeu. Et d'avoir deux gardiens, 1A, 1B, je suis tout à fait favorable à cette idée. Mais le problème, c'est quand tu as 2-1 et pas de A et de B, tu as 2-1. Là, je commence à me poser des questions. Ouais, c'est difficile de... Alors tu dis, c'est pas possible, selon toi, d'avoir un bon partage, si ce n'est chrétien, cette période de Pâques, à 27, 25 ou 26, 26, si on veut vraiment être pile au milieu. On pourrait imaginer, je sais pas, 30, 22. Est-ce que c'est malin? Est-ce que finalement, tu préfères pas avoir un bon duo? Maintenant, c'est même pas un bon duo, c'est un très bon duo. Mais quand tu te rends compte que c'était quoi? C'était Genève qui avait pourtant des Cloumaillère où on se disait, ouais, ça c'est un super duo aussi. Puis quand tout d'un coup, il y en a un qui est sur les plots puis qu'il faut aller chercher un gardien étranger, ben voilà. Berra qui était un peu tout seul à Fribourg, même si Gallet est bon, si Berra pète, qu'est-ce qui se passe? Si Roubetsch pète, qu'est-ce qui se passe? C'est Tsumbul. Est-ce que ça suffirait pour être champion? Peut-être qu'il sortirait 2-3 matchs incroyables, même si Roubetsch venait à sortir pour le prochain match et finissait pas la saison. Tsumbul pourrait tout à fait mener Zurich au titre. Bah, disons que c'est... Tu risques plus que si tu as deux excellents gardiens. Maintenant, effectivement, pour la hiérarchie,
c'est à voir. Tu peux pas. Je sais pas s'il y en a un qui peut dire, oh bon bah moi je demande un trade comme aux États-Unis. Écoutez, alors si vous faites revenir Connor Hughes, Kevin Page dit moi alors vous avez vu ce que je viens de faire. Non merci. Je pense qu'il a quand même trop joué, si on veut, dans l'absolu. Et peut-être que si Antoine Keller avait été un petit peu plus dominant, un petit peu plus sûr, ils auraient pu donner un poil plus de matchs à Keller et reposer Pache. Maintenant, ben, voilà, c'est comme ça que ça se passe. Et je me dis, la situation peut être embêtante, mais si on la lit simplement en termes d'effectifs, d'avoir 2 bons gardiens ou de très bons gardiens, c'est pas dérangeant. Non, je suis d'accord avec toi sur ce point-là. Après, moi, il y a 2 points où je me dis ce que j'avais bien aimé dans la décision très courageuse, et je crois qu'on l'avait suffisamment mentionné ici, et loué presque ici, cette décision courageuse de faire confiance à Kevin Page. Déjà la saison dernière, hein, parce qu'on se rappelle que Kevin Page, la saison dernière, commence à Martigny, avant de débarquer à Lausanne à l'âge de 20 ans et des poussières, hein, pour jouer en l'absence de Connor Hughes à la place d'un étranger. On avait dit que c'était hyper courageux de la part de John Foos d'avoir pris cette décision. Ça avait payé ce pari, vu que Kevin Page avait été excellent. Et cette année, avec le départ de Hughes en Amérique du Nord, on avait dit, ben voilà, ils ont misé sur Kevin Page, ils croient en lui, c'est un pari sur l'avenir. Et là, de revenir avec un autre gardien titulaire. Et je dis pas qu'il faut avoir une pive derrière. On se rappelle de Federico Tamo, désolé pour lui, c'est l'exemple qui vient tout le temps, à Genève, où en gros, c'est une image qui est un peu débile, mais quand tu vas au Vernet, il y a une planche en bois qui sert de gardien de substitution pour les juniors ou autres, c'est marqué Tamo dessus. C'est un gardien dessiné, c'est marqué Tamo dessus. Ça m'a toujours marqué. Mais Tamo, il n'était pas là pour jouer. Il était là pour arrêter des pecs à l'entraînement. Mais tu savais qu'il allait jamais jouer parce que Tobias Stephan et autres allaient jouer 50 matchs. Ouais. Et je dis pas qu'il faut faire ça. C'est une évidence. Aujourd'hui, tu peux plus. Mais par contre, quand tu as sur le marché des Zurkirchen, par exemple, des gars comme ça, des gardiens qui vont venir et qui vont être contents d'avoir 15 matchs, ça va pas péjorer ton équipe sur ces 15 matchs-là et tu laisses 37 à ton titulaire. Ah, je pense pas que c'est sur ces 15 matchs-là que ta saison va être réussie ou ratée, surtout qu'en play-off, tu pourras faire jouer à 100% ton titulaire. Par contre, là, si tu commences à avoir 2 gardiens A et B, et moi, je réfléchis aussi en termes de masse salariale. Ça fait 2 ans qu'on nous dit que Lausanne est en train de limiter les coûts, de baisser son budget, et tout ce qu'ils font porte à croire que c'est vrai. Je parle pas de l'engagement de 2 étrangers en fin de saison. Là, en gros, tu vas taper à la porte du... Tu choisis le nom, soit ça s'appelle sponsor pour un financement externe à certains endroits, ça s'appelle Gregory Finger à Lausanne, peu importe. Tu vas taper à des portes pour dire, bon, ben voilà, on aurait besoin d'un financement hors budget pour tel ou tel truc. Ça je parle pas du tout de ça. Je pense que Lausanne est en train de baisser sa masse salariale, c'est vrai. Mais du coup, dans l'allocation, l'allouement, bravo, dans l'allocation du budget, est-ce qu'à un moment, tu n'as pas meilleur temps d'avoir cet argent-là plutôt que d'avoir, admettons qu'il fasse 26 matchs et 26 matchs, hein, il partage le filet. Ça veut dire que durant 26 matchs, tu as un gros salaire, à savoir celui de Connor Hughes, parce qu'il ne va pas être payé 250 000 francs à la saison. Tu as un gros salaire qui est sur le banc. Et au moment où tu es en train justement de rationaliser tes budgets, est-ce que tu ferais pas mieux d'avoir un Zurkirchen payé la moitié, qui va jouer moitié moins de matchs, et cet argent-là, tu le mets dans ton contingent? Ouais, faut encore trouver où le mettre dans le contingent. Hein. Je veux dire, si tu as l'occasion, parce que Connor Hughes veut revenir et que tu peux le prendre, ou si c'est ah ben j'aimerais bien ce joueur, non ben il veut pas venir chez moi, défenseur, ou bien ah ben j'ai lui en attaquant, ouais mais il y a personne, le marché essai qui sont tous sous contrat. Je me dis lui au moins c'est pas hypothétique, il est disponible. Sinon tu peux rester aussi avec tes 500 000 balles dans la main puis faire bon ben il y a personne. Alors, je pense qu'il n'y a jamais un club qui va se plaindre ou qui va... Moi, j'ai jamais vu John Foos au flon en train de dire si jamais j'ai un contrat de 120 000 francs à refiler, est-ce que quelqu'un veut venir? Parce que si je l'avais croisé, j'aurais dit écoute, moi je passe, il n'y a pas de souci. Je pense que ça n'arrive pas comme ça. Et là, on parle pas court terme, on parle pas de la fin de saison, on parle pas de la saison prochaine. On parle de si Connor Hughes signe en Europe, c'est pour un contrat à moyen terme, voire long terme. J'ai pas la durée, mais il n'a pas signé pour 1 voire 2 ans, je pense. On a Kevin Page qui est sous contrat jusqu'en 2027. Et du coup, à moyen terme, tu te retrouves avec 2 gardiens qui ont les épaules pour être numéro 1. Un qui l'a prouvé la saison dernière, un qui l'a prouvé cette saison. Et je me demande justement s'il n'y a pas quand même une petite abondance de biens à ce moment-là et de te dire, oui, peut-être que tu prends Page Zurkirchen, admettons,
c'est un risque dans le sens où si Page se blesse, t'as Turkirchen, mais t'as toujours la carte étrangère à aller chercher au cas où, encore une fois. Parce que Page a pas... Cash, c'était rigolo ce que j'ai dit. Page a montré une capacité à enchaîner les matchs qui est quand même assez remarquable cette saison. Mais voilà, je sais pas. À la fois, c'était logique il y a 6 mois et la saison qu'on vient de vivre, pour moi, rend cette décision un poil moins logique. J'entends que tu n'es pas tout à fait d'accord avec moi et je comprends aussi ce que tu veux dire, bien sûr. Ouais, alors, on joue sur les... Je sais pas si on joue sur les mots, mais c'est pas une question de ne pas être d'accord ou d'être d'accord. C'est vraiment... Je comprends totalement tes arguments et je les partage en grande partie aussi. Je me dis, il y a peut-être trop de bien. Puis après, je me dis, mais est-ce que finalement, tu te dis, il est chez nous, il n'est pas chez un adversaire potentiellement, ça peut aussi se tenir. Donc, jusqu'à présent, honnêtement, en tant que directeur sportif, c'était des fois assez difficile du côté de Lausanne. Il fut un temps, pas si éloigné que ça, au niveau des contrats débiles, comme tu aimais dire. Là, on a l'impression que chaque fois, tous les moves qui ont été faits... Alors, tu parlais de home run pour Brännström. Il faudra encore voir comment comment ça va se faire sur les glaces suisses à Lausanne et tout. On a plutôt l'impression que c'est des bons moves. C'est-à-dire que le fait d'arriver 2 années de suite en finale fait que tu as dû faire un assez bon travail. Après, tu perds Boson, tu perds Frick, tu perds Glauser. Tu décides de peut-être soit pas matcher, soit tu peux rien y faire parce que les joueurs te disent non, mais il n'y a aucun moyen, je veux aller là-bas. Voilà, on pourra juger le travail peut-être en fin de saison, voir si effectivement Sansonens, quand il revient, c'est un super joueur. Baragano joue très très bien aussi. Les étrangers, ça marche bien. Il faudra qu'on se rende compte sur pièce finalement, mais en voyant ce qui s'est passé jusqu'à présent, c'est plutôt pas mal. Ah non, moi je te dis, tous les moves de John Faust, on est quand même toujours parti du principe qu'il avait gagné, acquis le bénéfice du doute. Moi, c'est le seul, parce que même Tsender, on n'en a pas parlé, hein, mais Tsender, c'est aussi un bon renfort. Baragagno, c'en est un bon. Nikou, Brännström, Tcharnik, sur tous ces moves-là, j'ai rien à dire, bien au contraire, c'est même plutôt des choses positives à dire. Il y a juste sur celui-ci où je me demande s'il n'y a pas eu, je sais pas, j'arrive pas à voir ce move comme étant logique, on va dire, dans la réalité actuelle, on va dire, du Lausanne HC, et dans sa réalité, à savoir de baisser la masse salariale. Alors oui, tu l'as dit, hein, Boson va partir, et avec lui, il y a aussi un salaire qui va s'en aller. Glauser et Frick, c'était quand même des salaires tout à fait bons du côté de Lausanne, qui ont été signés aussi à des périodes différentes de l'évolution du club, on va dire. Donc là aussi, ça libère de la masse salariale. Baragano, Tsender, ils viennent pas gratuitement, mais les étrangers, je pars du principe qu'il est peut-être pas forcément juste, mais que d'un côté ou de l'autre, les enveloppes budgétaires allouées aux étrangers, elles vont pas aller du simple au triple, quoi. C'est le même genre de contrat, on va dire, même si bien sûr des clubs payent un peu plus que d'autres, mais globalement, sur les étrangers, je pense pas que tu fais des coûts hyper dispendieux. Mais toujours est-il que voilà, pour moi, dans tous les moves qui nous préparent à la saison prochaine pour les HC, il y a juste celui-ci où je suis obligé d'émettre un doute, mais c'est Pache qui me met le doute en fait, parce que Pache m'a convaincu, et même si durant ces playoffs, voilà, comme le disait Jeff Ward finalement avant le match d'avant, le meilleur moyen que ton gardien progresse, c'est de le faire jouer et de lui faire des erreurs et d'apprendre. Et il a quand même prouvé qu'il a appris terriblement vite depuis son arrivée en National League la saison passée. Est-ce que là, on va pas un petit peu lui mettre un concurrent face à lui et puis finalement lui limiter ses matchs la saison prochaine et donc limiter aussi un petit peu son développement. Et ça m'embête un peu, je dois t'avouer. Voilà, on est au terme de l'épisode numéro 42 de cette saison 7 de Colfax. On voulait encore parler un peu de l'équipe de Suisse, mais on se garde ça sous le coude pour la fin de la semaine, sinon on va faire un épisode interminable. Merci pour votre fidélité. Ceux qui n'ont pas entendu au début, ou si vous avez pris la fin, ou je ne sais quoi, on n'était pas là lundi, désolé de vous avoir laissé tomber pour le lundi de Pâques.
Mais normalement, si tout se passe bien, c'est pas le vendredi saint, vendredi à venir. Donc là, on sera là pour un épisode à 17h pour débriefer l'acte numéro 5 de cette finale entre Lausanne et les Zurich Lions. Acte 5 est peut-être pas fin. On se réjouit de voir si Lausanne en a encore sous la pédale ou pas, ou si Zurich va être capable de terminer à l'extérieur ou non. Donc on sera présent, on se réjouit d'en parler avec vous, enfin pour vous. Et sur nos réseaux sociaux, n'hésitez pas à nous poser toutes les questions que vous avez, faire vos remarques. On reçoit bien quelques-unes et merci beaucoup. Abonnez-vous, parlez de nous, faites-nous de la publicité autour de vous. C'est toujours chouette de pouvoir compter sur ce bouche à oreille. On est présent sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. Pour vous abonner, ça peut être sur Spotify. On est présent sur YouTube, Apple Podcast, etc. Et d'ici vendredi, profitez bien de cette fin de semaine et profitez bien du match de jeudi. À bientôt.